Et oui, ça fait déjà 1 an que j'ai commencé YouTube. Il y a 1 an sortait la première vidéo sur la chaîne. C'était une vidéo de dégustation avec mon père. On goûtait 2 vins pour les comparer et apprendre des choses. On a goûté un Château Trianon Saint-Émilion Grand Cru 2015. Il est bien celui-là. Aix-en-Millésime pour les merlots. Et puis le second vin du domaine de Chevalier. Cette vidéo, elle était vraiment éclatée au sol, mais elle restera là pour toujours sur la chaîne puisque c'est la première. Bienvenue dans cette première vidéo. Ça va être la première vidéo d'une longue série de vidéos de dégustation et plein d'autres vidéos. Pour fêter les 1 an de cette vidéo, je vous propose un truc de fou. Je suis très content de vous proposer ça. Vous allez voir, vous allez pas en croire vos yeux. Peut-être que vous reconnaissez ce qui se passe derrière moi. Cette vidéo, c'est les 1 an de la chaîne YouTube, et pour les 1 an, j'ai décidé de vous faire entre guillemets une petite surprise, même si c'est pas vraiment pour vous, c'est plus surtout pour moi. Je vous laisse deviner où on est avec quelques images. Prêt ? Yes. Allons-y. Oh, j'ai la pression là. Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo de dégustation, mais cette fois-ci, franchement, je suis trop content d'être ici. Je suis hyper impressionné d'être là. Du coup, je vous ai montré des images d'un village magnifique. Franchement, je suis vraiment surpris par la beauté. Je pensais pas que ça allait être aussi joli. Ouais. Nous sommes à Saint-Émilion, un village mythique pour tous les amateurs de vin. Je pense que si vous aimez le vin et que vous regardez ma chaîne, vous avez peut-être forcément bu un Saint-Émilion une fois dans votre vie. Si vous vous rappelez, la première vidéo qu'on a fait sur la chaîne, bon, maintenant elle a bien vieilli. Je sais pas si toi tu te rappelles quand tu l'avais vue. C'était un petit moment, mais ouais. Je me rappelle en tout cas. Je me souviens des réactions. Oui, il est bien. Ah, c'est excellent. Et du coup, c'est le premier vin qu'on a bu, c'était le Château Trianon 2015 en Saint-Émilion Grand Cru. Et donc, je t'ai contacté et je me suis dit, pour les 1 an de cette vidéo-là, est-ce que ça te dirait que je vienne directement, qu'on discute et qu'on fasse une petite vidéo dégustation du coup chez toi. Et j'ai du mal à réaliser qu'il y a 1 an, je commence une chaîne YouTube où je ne connais rien en vin, je connais rien en vidéo. Et là, je suis à Bordeaux, entre les vignes, avec toi qui est vigneron. Enfin, franchement, je suis vachement impressionné. Genre, avant de venir, j'étais vraiment, je suis à fond de stress, mais c'est un bon stress. Je suis super content de. Bah, moi, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Et la démarche est top. Bah, du coup, est-ce que tu peux te présenter comme tu souhaites Donc du coup, moi j'appelle Timothée Hébrard, je suis le fils du propriétaire, Dominique Hébrard, qui a racheté le vignoble il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Trianon, ça a été comme je te disais, la propriété était en très mauvais état. Le nom Trianon n'existait pas forcément sur la scène de Saint-Émilion. Et en l'espace de 20 ans, avec son équipe, qui est hyper important à mettre en avant également, parce qu'il n'est pas tout seul, t'as une équipe qui est derrière, qui bosse tous les jours dans la vigne pour faire en sorte que le vignoble arrive à maturité. Et donc du coup, mon père a fait un gros travail en 20 ans pour remettre le vignoble à neuf. Et aujourd'hui, on est suffisamment mature pour pouvoir bien progresser et aujourd'hui déposer donc le classement de Saint-Émilion. Donc on reviendra tout à l'heure sur le. Ah, je savais pas ça. Ouais, on a déposé le classement. Ouais, on a déposé le classement donc aujourd'hui on est Grand Cru. On espère être Grand Cru classé pour cette année. Donc on touche du bois, mais bon, je pense qu'il y aura pas de raison que ça ne marche pas. Et donc du coup, moi je m'occupe de la partie principalement commerciale et aussi je suis brand ambassadeur de la marque. Et mon boulot, c'est un peu de faire en sorte que Trianon soit connu et de mettre en avant l'histoire des gens qui bossent dans la vigne, qui bossent à la vigne, et de mettre un peu en avant tout ça et de faire en sorte que Trianon soit connu de tous et bu de tous. Ça fait 2 ans que je suis rentré. Et que ça fait 2 ans que je bosse avec mon père et donc là j'apprends
et à faire du vin. Là, pour l'instant, je me tais et je regarde Ouais, tu juste, regardes, et t'observes. j'observe, je pose 1000 questions pour faire en sorte qu'un jour, mon avis compte. C'est ton objectif, ouais, de t'impliquer de plus en plus dans la vinification. Totalement. Bah attends, ouais, là, t'es dans la meilleure, t'es oui, dans le meilleur endroit pour apprendre à faire du vin. Je comprends, ouais. Donc du coup, je pose 1000 questions et un jour, j'espère que j'aurai mon petit grain à la donner. Mais pour l'instant, Bah, il y a mon père qui est là depuis 40 ans qui fait ce boulot, donc j'écoute. Ton père, lui, Il vinifie. il est aussi, je sais pas comment on dit, viticulteur. Il est totalement viticulteur, vigneron, paysan et c'est lui qui fait le vin avec Alizé qui est aussi notre onologue et maître de chai depuis 2012. Donc maintenant il bosse en binôme il bosse en binôme, même si aujourd'hui Alizé est totalement autonome et maintenant il est juste là pour chaperonner, pour faire en sorte que tout se passe bien. Mais donc voilà, donc lui il est vraiment dans sa partie technique. Ça a l'air d'être un grand entrepreneur. Carrément. Il fait beaucoup de choses et tu m'as dit, enfin il lance plein d'exploitations. Il a lancé pour faire un peu son petit CV, c'est qu'il a racheté donc après Cheval Blanc, il a racheté donc c'est vrai, j'ai même pas dit ça, j'ai même pas dit. Vas-y. Mais en gros, donc ma famille a été propriétaire de Château Cheval Blanc qui a un grand cru classé A. Bon, on reparlera un peu plus tard de ce que c'est que ces classements. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu le grade. C'est le top 3. Voilà. C'est le top 3 des vins de Saint-Émilion. Et donc on a dû le vendre pour des raisons de famille, de succession. Et donc suite à ça, il a racheté Trianon. Et à côté de ça, il a monté une boîte de négoce, donc qui s'appelait Maison Hébrard, donc le nom qu'il a revendu en 2014. Il a également été copropriétaire de château Belfond-Balsier à Saint-Émilion. Je connais pas ça. C'est un excellent château qu'il a fait monter en 2006 de Grand Cru à Grand Cru classé. Donc il a déjà fait un classement derrière. Il est également copropriétaire de Château de Franc. C'est en Côte de Franc avec Hubert de Boire de Château Angélus. Ils ont acheté ça il y a 35 ans, qui au début ça valait rien du tout. Et aujourd'hui, ils ont fait une marque de ouf et c'est excellent pour un vin de table tous les jours. Donc c'est vraiment top. Et après ça, il a encore monté un autre truc au Liban. Oui, j'ai vu ça, incroyable. Château Massaïa au Liban, sur la Bekaa Valley. Génial ça. Avec Daniel Brunier qui est le propriétaire du château du Télégraphe et la famille Gosn qui est sur place, qui sont sur place. Donc ils ont monté ça à 3. Et donc du coup faire un peu révéler les vins du Liban et c'est monstrueux, les vins du Liban sont magnifiques. Ouais. Et donc du coup il sait faire du vin et il a toujours baigné dedans et donc Trianon c'est un peu la consécration en termes de tout, c'est un peu de son expérience et ça c'est impressionnant, et de son savoir-faire. Point de vue extérieur, il a l'air d'enchaîner les projets. Il a pas mal enchaîné, ouais. Il enchaîne quoi. En termes purement financiers, il pourrait juste vivre. Pourrait juste et continuer à bosser, à faire des challenges et tout. Moi, je suis assez impressionné par les gens qui entreprennent, qui ont réussi et qui continuent encore d'aller toujours plus. J'aimerais bien savoir un peu plus. Tu disais que tu n'étais pas intéressé au vin directement. Donc, du coup, c'est quoi ton parcours à toi Moi, j'ai toujours baigné dans le vin. J'ai toujours adoré ça, mais c'était quelque chose qui était normal. T'as grandi à Bordeaux tout le temps à Bordeaux. J'ai toujours bu du vin tout le temps. Et donc c'est quelque chose. J'ai toujours adoré ça, mais j'ai jamais poussé. Ça n'a jamais été une passion jusqu'à je sais pas 5-6 ans. 5-6 ans. Et donc j'ai fait une école de commerce. Après cette école de commerce, je sais pas trop quoi faire, donc j'ai fait un master 2, spécialisé dans le vin. Je me suis dit, vas-y, tant qu'à faire, c'est un milieu que je connais déjà, et donc j'aurais peut-être sûrement des facilités. Et donc j'ai fait mon master 2, et après j'ai beaucoup voyagé, notamment en Australie, et après j'ai fait 2 ans, j'ai fait 1 an en Australie en backpack, juste pour voyager, m'éclater, et faire des petits boulots. Et après ça, j'ai fait 2 ans, un peu plus de 2 ans à New York, où là j'étais commercial dans une boîte d'importation, distribution dans le vin. Génial. Donc un vrai boulot de VRP, aller pousser les portes et vendre du vin. Génial. Et New York a été vraiment le déclencheur de ta passion. Ouais. De la passion, ouais. Parce que j'ai rencontré des gens absolument passionnés. J'ai découvert des vins du monde entier. Ouais, ça c'est vrai que du coup, t'as vraiment une ouverture sur le monde entier. Sur le monde entier, et surtout t'as des gens qui sont des machines, t'as des mecs. Ouais, c'est vrai que j'ai remarqué que les Bordelais, finalement, on pourrait penser qu'ils sont assez fermés, assez chauvins, mais j'ai remarqué qu'ils parlaient beaucoup des partenariats avec les Américains. J'ai discuté avec Toi, t'as fait un master dans le vin, mais c'était quoi exactement C'était un master dans les vins et spiritueux en 1 an. Ok, et ça t'apprend quoi? Ça t'apprend, c'est plutôt sur la partie commerciale, sur la partie un peu plus business, un peu dégustation.
Mais Toi, du coup, tu kiffes t'aimes bien le business, quoi. T'es un mec, t'es un mec du business. je suis plutôt quelqu'un qui, ouais, oui, enfin, on va dire ça comme ça, oui, enfin, je sais pas si ça peut paraître un grand mot, Est-ce que t'as la passion du business, un peu la vente mais je suis totalement piqué par la vente, ouais. Je pense être un commercial, enfin, un bon vendeur. c'est pas moi qui le dis. Je sais pas si je peux dire que je suis un bon vendeur, mais en tout cas, j'aime bien ça. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En tout cas, j'aime bien ça. Et c'est pas compliqué. À partir du moment où t'aimes un produit, tu peux vendre n'importe quoi. C'est quand même plus facile. De vendre un château. Et surtout quand ça appartient à ma famille et que j'y travaille, que j'y suis quasiment tous les jours, que je vois le boulot et l'implication des gens qui bossent à l'année. Parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose, ça me tient vraiment à cœur de montrer les vrais acteurs du Pinard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que mon père, certes, qui est hyper important, qui est le chef d'orchestre de tout ça, mais il y a des gens qui sont dans la vie toute l'année. Si je pourrais leur parler et leur toucher 2 mots, j'aimerais bien leur avec plaisir, ils sont ravis. Bonjour. Moi je devrais vacances. Donc là t'as Fred qui est notre chef de culture, Martial qui est notre alternant pour l'année, Trianon, et là tu as Flora, Dame Flora. Bonjour. Je vous vois beaucoup sur les stories. Oui, parce qu'elle met, c'est elle qui met les stories sur Instagram. Bah oui. Et tu la retag et je vois beaucoup de tracteurs. Et du coup, j'aimerais bien comprendre ce que vous faites. Là, on est en train de s'occuper de carassonner, on remet les vignes en état, donc surtout on répare les fils, on change les piquets cassés et là on refait la tension des fils pour pouvoir permettre aux lianes de bien de la vigne de pouvoir monter par la suite. C'est en fait le but. Ces 2 fils servent à maintenir la vigne tout au long de la pousse. Les fils fixes permettent à la liane de s'accrocher aussi. C'est en fait le but, c'est que au moment du pliage, voilà. Et c'est en fait ces bourgeons là, qui vont pousser et faire les futures branches de la vigne. Lors du premier levage, on met des agrafes pour fixer, pour que déjà les fils maintiennent les pousses de la vigne. Voilà, comme ça, les bois poussent là. Et après, lors du second levage, quand nos collaborateurs passent, on défait le fil. Et là, hop, on monte un étage au-dessus. T'as la pousse, t'as la vigne qui est encore plus verticalement. Et là, on va mettre une agrafe d'un côté et une agrafe de l'autre côté du pied de vigne. Comme ça, avec la tension, ça permet d'avoir un feuillage qui est le plus droit possible. Et l'intérêt, c'est de pouvoir aussi, après, quand on passe faire des traitements phytosanitaires, avoir une efficacité optimum. C'est quoi les maladies, y a quoi qui menace Le milieu, l'oïdium, c'est le facteur premier. Bon, après on a d'autres symptômes aussi, il y a du black rot, c'est le dépérissement des bois. Après il y a selon des parcelles des maladies dans le sol. Justement une qu'on est en train de traiter, on va laisser reposer et on la replantera que d'ici 2 ans. Vigne par vigne, pied par pied, faire en sorte Puis quand on voit, je vais faire un tour sur moi-même, mais quand on voit tous les pieds qu'il y a... Oui, t'as beaucoup. Et surtout c'est qu'au moment où tu commences d'un côté et tu vois le bout qui est interminable. Tu confirmes, Martial? Oui, je confirme. Est-ce que toi, du coup, t'es là depuis quand? Je suis là depuis... j'ai fait déjà 2 stages de 3 semaines. Enfin, en fait, en tout 3 semaines. Et là, j'attaque du coup ma 4e semaine de stage. Et je suis sans indiscrétion, t'as quel âge? J'ai 18 ans. Ah, ok. Je suis en BTS, viticulture onologie. Et en même temps, je fais des stages du coup que je dois répartir dans l'année. Dame Flora. Merci beaucoup. Qui est notre Dame Flora, qui est notre Instagrammeuse. Qui nous prend toutes les stories. C'est vachement stylé là. Le plan il est vachement stylé. Avec le château derrière. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à Lorenzo qui tu es? Du coup, j'étais en BTS. Enfin, j'ai fait un bac pro à Venue à côté de Poitiers à lycée agricole. Après, j'ai fait Angoulême à BTS à Angoulême. D'accord, ok. Un BTS. Viticulture œnologie. Ok. J'ai fait Angoulême, après en cognac et tout. Et après le BTS, j'ai fait un CAP conduite d'engin à Montagne.
Ok. Enfin, ça a duré 6 mois. Conduite d'agent, c'est le tracteur, quoi. Conduite d'engin, c'est tracteur, engin bois. Et conduit des machines qui font 5 fois sa taille. C'est 6 ça. fois sa taille. Voilà, Moi, quand je la vois monter dans les enjambeurs, ça c'est fait. beaucoup plus grand quoi. Engin bois, c'est plus grand, mec. Tu la vois, elle te maîtrise le bordel. Moi, je serais incapable de le faire. Franchement, être dans les vignes à Saint-Émilion, je sais pas. Il y a un côté. Surtout, moi j'ai pas montré, mais je sais pas si on verra bien à la caméra, mais il y a vue sur. Au travail, t'as vraiment vu sur le Saint-Émilion qui est sur la là-bas, côte, t'as vraiment. C'est un sacré bureau. Donc là, t'as toute la plaine Saint-Émilion et Ouais. après là-bas, si tu vas vers là-bas, t'as pas de rôle. Ah oui, donc. C'est quoi le. Ça s'appelle Château Grand Pareil. C'est joli aussi le. C'est magnifique. C'est un hôtel de luxe. C'est gavé cher, apparemment. Ouais, c'est très cher. C'est gavé. Ah, vous dites gavé ici? On dit gavé, ouais. Ah, C'est le pays du gavé. c'est Le vrai. pays du gavé et de la chocolatine. J'avais vu sur Et sur de les. la chocolatine, hein. Ça c'est important. Hein. Je sais pas Alors, comment vous dites par chez vous, mais. Figure-toi que je suis allé à la boulangerie hier matin, et donc je demande, oui bonjour, je voudrais un croissant, un pain au chocolat. Et après j'ai réfléchi, je dis Une chocolatine. chocolatine. Ouais, vaut mieux dire chocolatine si tu veux être ami avec la boulangère. Oh finalement elle Vaut mieux dire chocolatine. l'a pas mal pris, tu vois ce que je veux dire, mais c'était rigolo. Du coup, bon, Vas-y, ouais. je te propose qu'on Ouais. déguste. Ouais. En même temps qu'on déguste, que tu m'expliques comme le classement de Saint-Émilion Bien sûr. et les noms de Saint-Émilion. À Saint-Émilion, on est je crois bien, ça, je vais pas dire de bêtises, mais la seule appellation qui se remet en question tous les 10 ans. Ça c'est génial. C'est-à-dire que tous les 10 ans, tu as un classement qui permet de valoriser ou non tes vins. Si tu as bien travaillé pendant 10 ans, du coup, forcément, tes vins vont monter dans le classement. Et si tu as un peu moins bien travaillé, tu descends. Donc ça monte, ça descend. Et moi, je trouve ça formidable. Tu C'est vois, dynamique. c'est dynamique, et donc ça te pousse toujours à t'améliorer et à jamais dormir sur tes lauriers. Et donc du coup, à Saint-Émilion, tu as un classement. Donc tu as Saint-Émilion classique, l'appellation juste Saint-Émilion, donc générique. Saint-Émilion village. Le Saint-Émilion village générique, où tu peux trouver des vins à moins de 10 €, sans problème. Après, tu as Saint-Émilion Grand Cru. Ouais. Après ça, tu as Saint-Émilion Grand Cru classé. Après ça, tu as Saint-Émilion Grand Cru classé B. Et après, Saint-Émilion Grand Cru classé A. Pour faire simple, c'est quoi la différence entre un Saint-Émilion et un Saint-Émilion Grand Cru? Donc tu auras la qualité des vins, tu auras le prix forcément qui sera différent. Ouais, Après tu as la suite de prix qui sera forcément différent, et tu as le cahier des charges qui est aussi plus restrictif. qui est plus restrictif. Forcément, plus tu montes en classement, plus les exigences sont importantes. Ouais, mais tu vois, je pense que ça peut freiner des gens aussi, le côté où les classements, ça peut être très compliqué. Tu vois, c'est comme en Bourgogne où les gens faut se poser. C'est comme pour tout. C'est à partir du moment où le rugby, par exemple, moi je suis un gros fan de rugby, par exemple, mais C'est au le début, sud-ouest et c'est le rugby. c'est le sud-ouest. Au début, quand tu regardes un match de rugby, tu comprends rien. Tu es là, Moi, je comprends rien. tu comprends rien. comprends Mais rien. à partir du moment où tu commences à comprendre les subtilités de ce sport-là, après c'est merveilleux. Et c'est Après c'est merveilleux, mais c'est comme pour toi. Par contre, tu t'intéresses à un sujet et que tu commences à le comprendre, à le maîtriser. ouais. Mais après c'est trop cool. Tu te laisses totalement bercer par tout ça, mais il faut pousser un peu les connaissances et il faut s'y intéresser. Et après, une fois que tu t'y es intéressé, tu comprends un peu les aboutissants, et au moment où tu te retrouves chez ton caviste, l'étiquette, elle te parlera beaucoup plus. Tu vois Saint-Émilion Grand Cru, tu vois Saint-Émilion Grand Cru, c'est A, B, etc. Tu vois des noms que tu connais, et avec ça, tu vois les faits millésimes aussi, qui est hyper important à savoir. Et donc, tout de suite, tu commences un peu à filtrer dans ton cerveau ce que le vin peut donner avec toutes les informations que tout à fait. tu reçois. Donc, Du coup, allez. Donc là, on passe sur le millésime 2014. Donc justement, à Bordeaux, c'est pas considéré comme un gros millésime. ouais, 2015 et... 2015, 2016, monstrueux. 14, c'est pas considéré comme un gros millésime. Pourquoi ? C'est qu'en fait, à Bordeaux, t'as un aspect qui est pas important, c'est le côté l'effet millésime. Et comment avoir un bon millésime ? Et en gros, un bon millésime, c'est qu'il faut qu'il fasse très froid en hiver. Le froid en hiver, ça permet de tuer toutes les maladies et d'assainir la vigne. Et avoir quelques bonnes pluies pour remplir les nappes phréatiques. Ensuite, il faut que tu arrives sur un printemps avec des paliers de plus en plus doux, mais pas forcément avec des grands pics de chaleur, donc de plus en plus doux, avec encore une fois quelques pluies par-ci par-là. Avoir un été très sec, avec une grosse pluie au mois d'août pour redynamiser un peu la vigne, et après un septembre très chaud, très sec, pour avoir des raisins gorgés et plein de sucre, et c'est ça qui fera un bon millésime. Et que ça mûrisse bien. Et pour que ça mûrisse bien. Et sauf que là, en 14, il a beaucoup plu.
Il a beaucoup plu. Et ce qui a sauvé le millésime, c'est que pendant les vendanges, il a fait très beau et très sec. Donc en gros, ça a permis de rééquilibrer un peu le millésime, mais voilà, ça a permis de rééquilibrer un peu le millésime. Mais moi, je l'adore j'adore le 14. Parce qu'on est ce côté un peu sous-bois, un peu truffé, un petit peu marqué bois, mais pas trop. Ouais. Et t'es vraiment ce côté un peu, de la truffe. Moi, j'ai l'impression de me balader dans les bois. Déjà, le nez, ça sent vraiment de très très loin, tu vois. Genre, tu mets ton verre ici, ça sent déjà. Le nez est hyper envoûteur, tu vois. Ce qui est merveilleux avec Bordeaux, c'est que si t'es un peu patient, si tu mets un peu tes mains de côté, même sur les millésimes qui sont pas forcément considérés comme des gros millésimes, ben après tu vois que que les vins vieillissent merveilleusement bien et qu'après t'as la buvabilité qui est juste exceptionnelle. Par exemple 2012, c'était à peu près le même souci, c'est qu'au début 2012 personne n'en voulait et on a attendu, on a dit mon père t'as pas de soucis, on attend un peu. Et là, en l'espace de 4-5 ans, on a tout vendu parce que les vins étaient absolument magnifiques, prêts à boire et qui sont juste ce qu'on recherche des vins de Bordeaux, enfin en tout cas de Saint-Émilion, de côté un peu cachemire, très doux. Cachemire, ouais, tu sais, t'as ce côté-là un peu. Vrai. Où t'as l'impression de boire de la soie, où t'as le merlot qui vient un peu arrondir tout ça, t'as le cabernet franc qui a donné l'élégance, le cabernet sauvignon, le fruit. Et après, nous, on a du carméner chez nous, qui fait partie un peu de la particularité de propriété, ce cépage un peu oublié de Saint-Émilion, qui va apporter un peu cette complexité et cette couleur absolument sublime. Il cartonne au Chili, non, le carméner. Et le carméner, il cartonne au Chili, ouais. Après, là, vous attendez qu'il commence à y avoir les notes truffées, tout ça? Ben, nous, on attend que... Idéalement, quoi. Idéalement, ben, en fait, que le côté alcooleux soit un peu moins prépondérant, c'est-à-dire que quand tu bois un bon jeune, en tout cas Saint-Émilion, tu sens que l'alcool, c'est hyper astringent, t'as la fin de bouche qui est hyper asséchée, et donc du coup c'est pas très agréable. Alors que si tu attends un petit peu, bah là t'as le côté un peu très doux qui commence à arriver, t'as ces notes un peu de bois qui commencent un peu à fond, t'as les tanins qui commencent un peu à être beaucoup plus fondus, et c'est ça qu'on recherche, tu vois, c'est ce côté doux, aéré, et voilà, juste au nez, quoi. Genre, moi le nez il me suit, forcément je suis un peu acheté parce que c'est mon vin. Non, ça sent très bon, Tu vois, quand tu dis l'alcool ressort beaucoup, le 2015 qu'on a goûté, je me rappelle, il était vraiment hyper ensoleillé, hyper puissant. Là, on n'a rien à voir, on est beaucoup plus sur le spectre opposé de l'équilibre. Beaucoup plus sur l'acidité, beaucoup plus sur, on sent beaucoup moins l'alcool. Ouais. Moi qui préfère les vins structurés sur l'acidité, mon père préfère les vins structurés sur l'alcool. Sur l'alcool, ok, ouais, mais c'est pour ça qu'il avait bien aimé. Je te dis, j'avais adoré sa réaction. Mais je montrais, tu sais, je suis sur le 2015, je montrais la réaction de ton père à certains de mes clients en disant, vous savez à quoi goûte en 2015 ? Regardez ça. Il est assez expressif. Et j'aime beaucoup ça. Il y a à boire du Bordeaux et il y a à boire du Saint-Émilion Grand Cru à Saint-Émilion. Avec un vigneron Saint-Émilion. Forcément, c'est... avec vue sur les vignes. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est quand même beaucoup plus sympa. Tu vois, en tant que passionné de vin, c'est un peu... C'est comme si t'étais à un concert. Ouais, je comprends. T'étais à un moment privilégié avec ton artiste préféré, je sais pas, c'est... T'as les vignes qui sont juste là, qui te disent bonjour. À l'amitié entre le Jura et le Bordelais. Entre l'amitié, le Jura et le Bordelais. Et toi, du coup, ça fait combien de temps que tu viens au domaine régulièrement, tu vois? Parce que du coup, t'as grandi pendant que ton père s'occupait du domaine. Ouais, en gros, j'ai grandi et j'ai même retrouvé des archives de photos où, là, il n'y a pas très longtemps, il y a encore, je crois, 3-4 semaines, dans le bureau, des photos de moi en train de faire les vendanges. Moi, j'avais oui, donc tu faisais déjà les vendanges? Ouais, bon, j'avais genre 10 ans, tu vois, genre 10-11 ans, avec ma sœur, là, on était ici en train de faire les vendanges. Donc c'était marrant de revoir ces photos-là. Et... mais sinon, non, ça fait 5-6 ans que je bosse dans le vin. Après, j'ai toujours bossé là-dedans, c'est-à-dire que tous les boulots d'été, mon père m'a mis dans la vigne à faire le boulot, à faire les vendanges vertes. Tu bossais quand même. Ah oui, non, je bossais, ouais, tu m'as toujours mis dedans. Tu t'es vachement impliqué quand même. Mais indirectement, en gros, moi à l'époque, je recherchais des sous, et il m'a dit, tu veux bosser? Vas-y, je vais t'en bosser. Ça marche. Et donc du coup, il m'a mis et je le remercie aujourd'hui, parce que c'est la meilleure façon d'apprendre. De façon directe ou indirecte, j'ai toujours bossé un peu là-dedans, donc j'étais conditionné plus ou moins, même si mon père nous a jamais forcé quoi que ce soit, avec mes frères et moi, à bosser là-dedans. Mais voilà, ça a conditionné un peu. Justement, moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, surtout à Bordeaux, je trouve que c'est un des trucs les plus importants, c'est la filiation. Tu vois, le côté, est-ce que toi, comment tu te places par rapport au fait que tu as une famille qui est beaucoup impliquée dans la vigne, tu vois, le côté tradition, famille,
Ou est-ce que tu as senti la pression de la part de tes parents de reprendre le château? Au Pas du contraire, tout. ils t'ont laissé libre. Pas tu du vois. tout. Et je pense que ça va bien de toute façon, c'est qu'il m'a. À aucun moment il m'a dit tiens, un jour tu vas bosser avec moi, très bien. Zéro, Il t'a jamais. exposé un peu, mais. Il m'a toujours un peu exposé, mais j'ai toujours eu un pied dedans tout le temps. J'ai toujours eu un pied dedans, sans être forcé à faire quoi que ce soit. Jamais. Et au final, j'y suis retourné naturellement parce que j'adore le vin, et alors une opportunité comme ça, ça serait dommage de la gâcher. Et donc du coup, ça s'est fait vraiment tout naturellement. D'accord. J'ai fait mes expériences, je suis allé à l'étranger, j'ai fait mes trucs, et au fur et à mesure, en gros, ça s'est fait au moment où je bossais à New York, j'ai un appel de mon daron, de mon père, en disant qu'il recherchait quelqu'un pour développer la partie commerciale. Il a vu que je marchais plutôt pas mal là-bas, et il m'avait donc proposé ça, et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai réfléchi, et du coup, je lui ai dit, vas-y, allez, go, pourquoi pas. Et si toi, t'as des enfants, alors, tu penses que tu voudrais tu ressens aussi. Je leur mets à 16 ans, ils bosseront dans la vigne. Ouais. À 16 ans dans la vigne. Tu feras comme ton père. Comme mon père, mais sans les forcer. Mais c'est aujourd'hui, au début, tu sais, là, c'est un peu chiant, tu vois, genre, tu t'en chies un peu, mais c'est tellement gratifiant à la fin d'apprendre ça, et j'y retourne encore aujourd'hui. J'essaie le plus possible de retourner dans la vigne, d'être avec les gars et les femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui vont dans la vigne, d'être avec toute l'équipe dans la vigne, parce que moi ça me fait du bien. De temps en temps, c'est un joli bol un joli bol d'air frais, mais c'est compliqué. À la fin de la journée, moi je suis KO. Et quand je suis en PLS, je suis en PLS, et donc ça j'ai un profond respect des gens qui font ça toute l'année. Et donc du coup c'est important d'inculquer ces genres de valeurs. Et quand tu le vis dans ton corps. Quand tu le vis, c'est vraiment, enfin c'est à la fin. En plus moi je suis très grand, donc à la fin de la journée j'ai mal au dos. T'es grand toi, donc pour. Pour aller chercher en bas la petite feuille pour les pamprages, tu fais un peu de baisser. Enfin tu vois, genre c'est pour la taille de la vigne, tu vois, genre c'est tout ça prend un temps monstrueux. C'est pour ça que genre c'est la haute couture, même si genre les gens peuvent être parfois un peu outrés sur le prix des vins, et à juste titre. Et certains, c'est un peu déconnant, mais la plupart, c'est juste le juste prix par rapport au travail qui est fait derrière. Et la plupart des vignerons, tu passes un temps monstrueux, pied par pied, à faire en sorte que ton pied fasse le meilleur raisin possible. Ouais, dans la vigne, après il y a le chai. Et après, donc t'as le travail de la vigne. Commercialisation. Et après, t'as le travail du chai, qui est un travail de dingue également, où pendant un mois, non-stop, 7 jours sur 7, 10 à 12 heures par jour, t'es dans le chai à travailler tes cuves. C'est un travail de titan. Ouais, quand je dis de titan, c'est de titan. Du coup, ça, c'est la partie vinification. Ça, c'est la partie vinif, c'est la cuisine. Toute la magie opère pendant la période de vendange. Et l'idée, c'est d'avoir le choix des arbres. C'est qu'en fait, chaque cuve a un peu sa particularité en fonction des millésimes et de la façon dont on veut travailler nos raisins. Donc ici, on appelle ça des cuves coniques, qui sont réservés pour nos meilleures parcelles, en fait. Ça, c'est les parcelles où, en gros, c'est les parcelles les plus anciennes qui font le meilleur raisin. On les met vraiment dans ces 3 cubes-là parce que ça permet de mieux travailler la vigne, et c'est vraiment ça c'est le top du top. Après, on a aussi les cubes en béton qui sont top pour les années qui sont très chaudes, parce que le béton est un isolant naturel. Et du coup, ça permet de garder les raisins très frais et de pouvoir faire un autre type de vinification. Et après le reste, c'est les cubes dites traditionnelles. Ah, merci. J'avais envie de voir quand même la cuverie, parce que je sais pas, c'est une pièce ça fait un peu cathédrale, il y a un truc... Ouais, carrément. C'est très joli, je trouve. Et la partie la plus sympa, c'est pendant les vendanges, c'est de voir... Oui, c'est plein, ouais. C'est l'activité, c'est pendant les vendanges, t'as le travail des cuves qui est mis en place. Donc le pigeage, c'est un peu le principe de mettre ses pieds et de presser les raisins. T'as l'élevage, le remontage, en bref, t'as tout un process qui est effectué constamment, et à la fin t'es KO, parce que c'est hyper dur. Tu m'étonnes. C'est hyper dur, mais pendant la période de vendange, c'est chouette. C'est chouette de voir, t'as le bruit, t'as les odeurs, t'as des raisins partout. Ouais, les odeurs, c'est un moment assez particulier et un moment de fête, parce que c'est la consécration de 1 an
de 9 mois, non, 9 mois de boulot. En fait, le vin, c'est comme un bébé. C'est vrai, oui. C'est comme un C'est bébé, vrai, t'as ça raison. fait 9 mois. Après 9 mois, on récolte le fruit de notre travail et tu vois enfin les raisins qui arrivent et c'est un moment de. C'est génial. T'as tout à fait raison. Ouais. T'es avec tes collègues, tes potes, ta famille, tu te fais des bonnes bouffes entre midi et 2 et après tu reprends travailler. Enfin, c'est un moment assez magique et vraiment c'est chouette. Allons-y, faisons le retour. C'est la fin. On se dit au revoir du coup. Ouais, merci beaucoup Lorenzo. Attends, j'essaie de. T'es grand toi. Ouais, je suis grand. J'arrive pas à te cadrer, attends. Voilà, parce que j'ai perdu ma perche, tu sais, qui fait ça. Si tu veux, je peux le faire, j'ai un bras très Ah, grand. mais c'est vrai, ouais. Ah, ouais, ça, Essaye de ça. cadrer. Magnifique. Tac, parfait. On n'a pas l'habitude que ça cadre. J'avoue. Alors, bon, bah, merci beaucoup. Bon, Mais merci beaucoup pour ton accueil. mais merci à toi d'être venu, trop cool. Franchement, c'est un énorme privilège de pouvoir faire ça, de passer du temps, ce que je disais, dans un château et tout. Goûter du Santé Mignon à Santé Mignon, vraiment passer un moment aussi, prendre le temps d'être avec toi, de discuter, d'en apprendre plus sur toi et sur tout le monde ici. Ça fait vraiment merci beaucoup pour ce cadeau que tu me fais. Merci à toi, c'était trop vraiment cool. En vrai, c'était vraiment top. T'es curieux, ça tu poses plein de questions. Bah merci. Et c'était un plaisir vraiment de t'avoir. Et bah, j'espère que tu reviendras quand tu veux ici. Bah, avec plaisir. Ou nous dans le Jura. Bah si vous venez, je vous accueille à bras ouverts et puis je vous ferai visiter avec grand plaisir. Ouais, trop cool, trop cool. Merci à toi. Merci.